Le système de prostitution instauré par les nazis fut l'une des nombreuses formes d'exploitation extrême qui marquèrent l'horreur du Troisième Reich. Dans les camps de concentration, les bordels furent créés sous l'apparence d'incitation pour certains prisonniers, mais en réalité, ils constituaient un autre mécanisme de soumission. Des femmes sélectionnées arbitrairement à Ravensbrück et dans d'autres camps étaient forcées de fournir un service dans ces lieux, où la surveillance des SS assurait leur soumission totale. Cependant, l'instrumentalisation du sexe par le nazisme ne se limita pas au camp. Lors de l'occupation de la France, des bordels comme le Chabanais furent exclusivement réservés à l'élite du Reich, devenant des symboles de pouvoir et de décadence. Tandis que la propagande nazie promouvait la pureté raciale, des officiers comme Hermann Göring s'abandonnaient à des excès sans restriction. Au sein même du parti, l'homosexualité fut utilisée à la fois pour dissimuler et pour éliminer des ennemis politiques, comme dans le cas d'Ernst Röhm. De l'exploitation dans les camps à l'hypocrisie au sommet du régime nazi, le sexe devint un outil de contrôle, de soumission et de pouvoir au sein du régime le plus impitoyable du XXe siècle. Bordel dans les camps de concentration, le mensonge qui coûta des milliers de vies. L'abus systématique et la servitude sexuelle au sein des camps de concentration commencèrent en l'an 1942 avec l'instauration de bordels à Mauthausen et Güssen. Les femmes forcées à y travailler provenaient majoritairement de Ravensbrück, un camp destiné aux prisonnières. D'autres femmes furent également sélectionnées pour des installations similaires à Monowitz, Auschwitz et Mittelbau-Dora, en utilisant différentes méthodes de recrutement. À Ravensbrück et Auschwitz, les officiers nazis identifiaient celles destinées à des travaux extrêmement exigeants, comme la construction. Une supposée option leur était offerte, un transfert vers les bordels avec la promesse mensongère qu'après 6 mois, elles obtiendraient leur liberté. Cependant, cet engagement ne fut jamais respecté. Cette stratégie de persuasion ciblait surtout de jeunes Allemandes considérées comme indésirables, ainsi que des femmes qui, avant la guerre, s'étaient livrées à la prostitution. Leur choix était limité, accepter une chance incertaine de survivre ou faire face à une mort presque certaine. Le témoignage d'une prisonnière polonaise à Auschwitz-Birkenau reflète la désespérance derrière ces décisions. Elle se porta volontaire lorsque le commandant Hössler demanda à celles intéressées de faire un pas en avant. Interrogée par une autre prisonnière sur sa détermination, elle répondit qu'avec l'arrivée de l'hiver et les conditions extrêmes des travaux forcés, il était impossible d'imaginer survivre une saison de plus à Auschwitz. Pour elle, se soumettre à l'abus systématique semblait moins terrifiant que le crématoire. Liana Milou, une survivante italienne et auteure, défendit celles qui firent ce choix difficile. Dans ses écrits, elle exposa leur lutte pour s'accrocher à la vie et rejeta la condamnation morale de celles qui tentaient de survivre par tous les moyens possibles. Je ne voulais pas disparaître sans laisser de traces. Mon seul désir était de rentrer chez moi. J'avais à peine 18 ans et je ne pensais pas mourir. Tandis que d'autres fouillaient les poubelles à la recherche de restes de nourriture, fallait-il s'attendre à ce que je refuse la possibilité de vivre uniquement parce que le prix était indigne? En plus des bordels destinés aux prisonniers, les SS recherchèrent également des femmes polonaises à Ravensbrück dans un autre but: les exploiter dans des établissements créés spécifiquement pour les gardes ukrainiens des SS. Ces derniers se voyaient interdire toute relation avec des femmes allemandes en raison des lois raciales du régime. Par conséquent, des espaces exclusifs leur furent réservés dans des camps comme Flossenbürg, Buchenwald, Güssen et possiblement Sachsenhausen. À mesure que la demande pour ces espaces augmentait, les nazis intensifièrent leur recherche de nouvelles victimes. Lors des formations quotidiennes dans les camps, les officiers analysaient minutieusement les prisonnières et sélectionnaient celles qu'ils jugeaient aptes à ce rôle. En l'an 1943, par exemple, à Ravensbrück, une femme allemande nommée Magdalena B. fut choisie avec d'autres prisonnières pour être transférée à Buchenwald. Au lieu d'être envoyées à leurs tâches habituelles, elles furent conduites devant le commandant du camp, Max Kögel, et la superviseuse principale, ainsi que le chef de Buchenwald, Hermann Pister. Là, les fonctionnaires choisirent celles qu'ils désiraient, enregistrèrent leur numéro de prisonnière et les envoyèrent à l'infirmerie. Une fois sur place, elles furent contraintes de se déshabiller devant les officiers nazis et soumises à l'administration de substances chimiques. Après une période d'isolement, elles reçurent des vêtements civils et furent transportées à Weimar dans des trains conventionnels,
puis transférés en camions militaires vers leur destination finale, le camp de concentration de Buchenwald. Le leader nazi homosexuel, trahison, purge et mort lors de la nuit des longs couteaux. La rhétorique nazie différait souvent considérablement de ses actions, et sa position face à l'homosexualité ne fit pas exception. Cela était particulièrement évident au sein de la haute sphère du régime, dont les membres jouissaient d'une liberté considérable pour se livrer à des comportements officiellement censurés sans subir les mêmes conséquences que le citoyen ordinaire. Un cas emblématique est celui d'Ernst Röhm, chef des SA et figure clé dans la consolidation du mouvement nazi. Sous son commandement, les SA fonctionnaient comme un groupe paramilitaire chargé de persécuter ceux qui ne s'alignaient pas sur l'idéologie du parti. Les intellectuels et ouvriers accusés de communisme, les personnes d'origine juive de divers milieux sociaux et ceux suspectés d'homosexualité étaient les cibles privilégiées de cette organisation. On attendait de ses membres qu'ils incarnent les idéaux de masculinité promus par le régime. Courage, force physique, loyauté absolue, témérité et volonté de tout sacrifier pour la cause nazie. Cependant, une contradiction existait au sein des SA. Leur dirigeant suprême, Ernst Röhm, ne cachait pas son homosexualité. De nombreux documents indiquent qu'Hitler en avait connaissance, mais qu'il choisit de l'ignorer ou de ne pas y accorder d'importance. En l'an 1931, un journal de gauche révéla publiquement que Röhm, l'imposant leader de l'organisation violente, entretenait des relations avec d'autres hommes. Malgré la controverse, cela n'affecta pas son lien avec Hitler. Lorsque Hitler obtint finalement des preuves concluantes sur l'homosexualité de Röhm, il minimisa l'affaire. En l'an 1932, une accusation émergea selon laquelle le chef des SA aurait tenté de séduire un proche du Führer. Face à cette situation, le dirigeant nazi attribua l'orientation de Röhm à une affection temporaire contractée lors de son séjour sous les tropiques, particulièrement durant la période où il organisa les forces militaires de la Bolivie. Dans ce contexte, Hitler alla presque jusqu'à justifier son comportement en affirmant que la vie privée du commandant des SA n'était pas une question d'intérêt public. Cependant, la situation changea lorsque les SA accrurent leur influence et commencèrent à générer des conflits avec les SS et même avec le propre projet d'Hitler. Tandis qu'Himmler assurait que la chute de Röhm était due à son homosexualité, la réalité était que son organisation paramilitaire était devenue un obstacle dans l'équilibre fragile du pouvoir nazi. Les SA bénéficiaient du soutien d'hommes du peuple, majoritairement hétérosexuels et d'âge moyen, qui souhaitaient participer à la transformation de l'Allemagne et étaient prêts à tout risquer. D'une certaine manière, ils représentaient une faction radicale du mouvement, ce qui, avec la progressive bureaucratisation de l'État et sa fusion avec le parti, devint inacceptable. L'élimination de cette faction devint inévitable, et l'orientation sexuelle de Röhm servit d'excuse parfaite pour ses adversaires. Pour cette raison, Himmler ordonna aux SS et à la Gestapo, la police secrète, d'exécuter une purge violente au sein du parti. Entre le 30e jour du mois de juin et le 2e jour du mois de juillet de l'an 1934, eut lieu ce que l'on appela la nuit des longs couteaux. Röhm fut assassiné avec d'autres dirigeants, et l'on estime qu'environ 150 personnes furent tuées, tandis que des centaines d'autres furent arrêtées et soumises à la torture. L'horreur invisible, le bordel de Buchenwald et l'exploitation systématique. Dans le camp de Buchenwald, le bordel se situait dans une baraque en bois. Il comportait une zone commune, une pièce pour le garde des SS, un espace médical et plusieurs petites chambres appelées Coverzimmer, ainsi que des dortoirs où chaque paire de prisonnières partageait un espace. Les femmes portaient des jupes écossaises blanches, avec la possibilité de porter un soutien-gorge et des sous-vêtements en dessous. Leur routine commençait à 7h30 du matin, lorsqu'elles devaient se laver et s'habiller. Parmi leurs obligations quotidiennes figurait le maintien de la propreté de la baraque et l'aération des chambres. Elles pouvaient également accéder à certains livres de la bibliothèque, à condition qu'ils ne traitent pas de sujets politiques, comme s'en souvenait Magdalena Walter. Cependant, cette apparente normalité cachait une vérité dévastatrice. Leur journée s'écoulait entre des tâches répétitives et l'angoisse des 2 heures nocturnes, moment où les prisonniers terminaient leur journée de travail et se rendaient au bordel. Magdalena décrivit ce processus comme une sorte de chaîne de montage. Chaque nuit, les hommes entraient,
passèrent d'abord par la salle médicale où ils recevaient une injection, puis pénétrèrent dans la chambre avec les femmes et y restaient au maximum 15 minutes. En sortant, ils retournèrent dans la zone médicale pour une autre injection avant de quitter le bordel. Le rythme de travail était implacable, laissant à peine place au repos. Au début, Magdalena tenta de résister et menaça d'attaquer le premier homme qui s'approcherait d'elle avec une paire de ciseaux à ongles. Cependant, le temps passé à Ravensbrück avait brisé son esprit et la violence constante à Buchenwald la plongea dans l'apathie. Finalement, elle cessa de lutter, adoptant un état d'esprit semblable à celui de tant d'autres prisonniers ayant perdu tout espoir. Malgré tout, Magdalena Walter parvint à quitter Buchenwald à la fin de l'an 1944. Toutefois, les raisons de sa libération restent encore inexpliquées. Sexe, surveillance et terreur, la machine nazie derrière les bordels dans les camps de concentration. La surveillance et la supervision des bordels dans les camps de concentration furent méticuleusement organisées, selon le sociologue allemand Wolfgang Sofsky. Dans son ouvrage « L'ordre de la terreur », les camps étaient des espaces conçus pour modeler les comportements et les relations sociales à travers un contrôle absolu du temps et de l'espace. Cela se reflétait dans l'administration stricte de ces lieux, où la surveillance était constante et la violence extrême. Au début, les bordels appelés Sonderbauten furent installés près des accès dans des camps comme Mauthausen, Gusen et Auschwitz. Cependant, une directive ordonna plus tard leur relocalisation dans des zones plus reculées, généralement proches des blocs médicaux. Des exemples de cette réorganisation furent observés à Flossenbürg, Buchenwald, Sachsenhausen et Neuengamme. La raison de cette relocalisation répondait à des nécessités pratiques. Les SS souhaitaient les tenir éloignés des regards des autres prisonniers. De plus, comme leur administration était souvent liée à la gestion médicale du camp, leur proximité avec ces installations était jugée plus pratique. Les bordels étaient placés dans des secteurs isolés et lugubres, généralement proches d'espaces liés à la mort et à la souffrance. Cela permettait aux SS de les maintenir encore plus à l'écart du reste du camp. Les baraques qui les abritaient étaient entourées de clôtures et surveillées par des gardes postés à l'entrée, renforçant ainsi leur isolement et le contrôle exercé sur elles. L'intérieur était conçu pour assurer une surveillance constante. La plupart de ces baraques étaient des structures en bois standard, avec un couloir central parcourant tout le bâtiment, facilitant ainsi aux gardes la surveillance de chaque mouvement. À Auschwitz, l'architecture du Sonderbau reflétait celle du bloc 11, l'une des prisons les plus redoutées du camp, démontrant l'obsession des SS pour le contrôle et la discipline. L'accès à ces bordels pour les prisonniers masculins était soumis à une procédure minutieuse. D'abord, ils devaient demander une autorisation auprès de l'administration du camp et s'enregistrer au bureau administratif, connu sous le nom de Schreibstube. Si la demande était approuvée par le commandant du camp, le nom du prisonnier était annoncé lors de l'appel du soir. À Flossenbürg, par exemple, les prisonniers autorisés étaient conduits en binôme après l'appel et devaient attendre leur tour en file devant la baraque du bordel. Jakub Peck, un survivant polonais arrivé à Auschwitz à l'âge de 19 ans et qui travailla comme barbier personnel du commandant Rudolf Höss, décrivit le fonctionnement de ce système. Lorsqu'un bordel commençait à opérer dans le camp, l'officier responsable distribuait des coupons à certains prisonniers. Peck se souvenait que les barbiers du camp recevaient des billets et devaient s'aligner dans le couloir après avoir subi un contrôle médical obligatoire. Des officiers de haut rang, y compris le commandant Höss lui-même, étaient souvent présents lors de ces visites. Des ordres comme « Attention » et « Salut à Hitler » étaient donnés pendant que les prisonniers attendaient leur tour en file. Peck reçut un coupon portant le numéro 9 et fut dirigé vers la chambre correspondante où il devait patienter à l'extérieur avec les autres. Le temps accordé à chaque prisonnier masculin dans le bordel était extrêmement limité. En général, il ne disposait que de 15 minutes. Seul le coït conventionnel en position du missionnaire était autorisé, et il était strictement interdit d'entrer dans le lit avec ses chaussures. Pour garantir le respect de ces règles, les gardes SS observèrent les activités à travers de petites ouvertures dans les portes. Une cloche sonnait lorsque le temps était écoulé, signalant la sortie obligatoire. Si un prisonnier tardait à partir, un garde entrait et l'expulsait, souvent en employant la force physique. Avant de quitter le Sonderbau, chaque prisonnier devait se rendre à l'infirmerie du camp pour recevoir une injection prophylactique.
Malgré ces règles strictes, le contrôle n'était pas absolu. Certaines femmes trouvaient des moyens de défier les règlements, comme en obstruant la vue des gardes en recouvrant les judas avec du ruban adhésif. Parfois, elles établissaient des liens avec des prisonniers bénéficiant de meilleures conditions dans le camp, forgeant ainsi des alliances qui leur offraient une certaine protection. L'historienne Anna Ajkova identifia ces connexions comme des relations rationnelles, une stratégie de survie observée non seulement à Auschwitz-Birkenau, mais aussi dans des ghettos comme Theresienstadt. Dans ces relations calculées, les hommes offraient un soutien sous forme de nourriture ou de protection, tandis que les femmes fournissaient des faveurs sexuelles. Cet échange ne se limitait pas à Auschwitz. Dans d'autres camps comme Buchenwald, les prisonniers pouvaient donner des rations supplémentaires ou soudoyer des compagnons pour éviter que certaines femmes ne soient visitées par d'autres. Pour empêcher la consolidation de ces liens, les SS imposaient des changements fréquents dans les chambres des femmes, rendant ainsi difficile pour les prisonniers de savoir avec qui ils allèrent se retrouver. L'inauguration du bordel à Auschwitz provoqua un essor du marché noir à l'intérieur du camp. Les prisonniers faisaient de la contrebande d'objets de valeur et de vêtements extraits de Canada, l'entrepôt où s'accumulaient les biens des Juifs assassinés dans les chambres à gaz, dans le but d'obtenir les faveurs des femmes du bordel. Certains prisonniers allaient jusqu'à risquer leur vie en tentant de rendre visite à leurs amantes durant la nuit. S'ils étaient découverts par les SS, les conséquences pouvaient être mortelles. Pour prévenir ces incursions clandestines, les gardes mirent en place des mesures telles que l'enfermement des femmes dans un dortoir spécial ou leur réaffectation à d'autres zones du camp, éliminant ainsi toute possibilité de contact avec les prisonniers masculins. Le bordel d'Auschwitz, la macabre expérience de Rudolf Höss. Il est difficile d'imaginer que l'instinct sexuel ait pu se maintenir dans des conditions extrêmes, dans un environnement dominé par la peur, le manque de nourriture et le danger constant de mourir. Pourtant, les récits de ceux qui ont survécu révèlent une réalité plus complexe. Jack Terry, qui réussit à s'échapper vivant du camp de Flossenbürg, souligna que le besoin de se nourrir et l'instinct de survie surpassaient toute autre nécessité. De manière similaire, le psychologue Viktor Frankl, prisonnier à Auschwitz, écrivit après sa libération que son désir sexuel avait été pratiquement supprimé, expliquant cette sensation par une métaphore. La faim absorbait tout autre instinct primaire, ce qu'il décrivit comme une forme de masturbation stomacale. Cependant, ces perspectives ne reflètent pas l'ensemble des expériences vécues dans les camps. En l'an 1971, le psychiatre allemand Paul Matusek publia une étude affirmant que l'absence de désir sexuel, comme celle décrite par Frankl, n'était pas un phénomène universel. L'un des survivants interviewés déclara que, malgré l'état de famine, il désirait intensément une activité sexuelle et que plusieurs prisonniers à Dachau faisaient des rêves érotiques et recouraient à l'autosatisfaction. Ce même témoin confessa qu'en secret, il souhaitait se rendre au bordel du camp. Pour sa part, Ernst Federn, qui endura l'enfermement à Buchenwald et devint plus tard psychologue, affirma que la sexualité continuait à jouer un rôle important pour certains prisonniers. Selon lui, pour certains détenus, le désir et l'intimité ne disparurent pas, mais firent partie de leur expérience dans les camps. Bien que ces récits puissent sembler contradictoires, ils deviennent compréhensibles lorsque l'on analyse les différences dans les conditions des prisonniers. Les circonstances de survie à Dachau et Buchenwald étaient moins sévères comparées aux horreurs d'Auschwitz-Birkenau, Mauthausen ou Majdanek. Wolfgang Sowski décrivit les camps de concentration comme des lieux d'extrême inégalité. Alors que de nombreux captifs vivaient dans la misère la plus absolue, d'autres, en raison de leur position dans le système, pouvaient accéder à de meilleures conditions. La stratégie d'autogestion imposée par les SS établissait que certains prisonniers reçoivent de petites parts de pouvoir afin de collaborer à l'administration du camp, la majorité d'entre eux étant sélectionnés selon les idéologies raciales et politiques nazies. Cette structure hiérarchique avait un impact direct sur les chances de survie. Dès l'instant où une personne arrivait dans un camp, elle perdait totalement son identité. Son nom était remplacé par un numéro, et à partir de ce moment-là, commençait un processus de déshumanisation à la fois physique et psychologique. L'un des aspects les plus cruels de ce système était l'élimination de toute expression de genre.
Tout le corps était rasé et les effets personnels confisqués, marquant le début d'une transformation forcée. La privation prolongée de nourriture avait des effets dévastateurs sur l'organisme. Les femmes cessaient de menstruer, et le corps, affaibli jusqu'à l'extrême, se réduisait à une simple réserve d'énergie en constante diminution. Samuel Pisar raconta qu'à Auschwitz-Birkenau, hommes et femmes se croisaient sans ressentir le moindre intérêt sexuel. Pour la plupart, la honte et le désir furent remplacés par un instinct de survie qui annihila toute autre émotion. L'un des éléments fondamentaux de l'horreur subie par les prisonniers fut la perte de leur identité sexuelle, affectant les deux genres, bien que l'impact ait été plus grand sur les femmes, selon les témoignages de certaines survivantes. Ce processus ne fut pas un simple effet secondaire de la vie dans les camps, mais une tactique préméditée utilisée par les nazis pour soumettre et dépouiller les détenus de leur humanité. Malgré l'impact dévastateur des conditions dans les camps, certains prisonniers réussirent à s'adapter à cette réalité brutale, tandis que d'autres ne parvinrent pas à survivre. Pour ceux qui trouvèrent un moyen d'endurer leur situation, retrouver un certain sens de leur identité sexuelle devint une stratégie clé de résistance. Il a été observé que le statut dans la structure sociale du camp influençait la vie sexuelle des prisonniers. Plus le groupe de travail assigné était avantageux, ou plus le rang au sein du système administratif des détenus était élevé, plus la possibilité d'accéder à des ressources telles que la nourriture augmentait, rendant ainsi la sexualité plus significative dans leur existence. Avant l'établissement de baraques dédiées au commerce sexuel, les camps de concentration à prédominance masculine étaient dépourvus de toute présence féminine. Pour de nombreux prisonniers hommes, en particulier ceux qui avaient été capturés après l'arrivée au pouvoir du régime nazi en l'an 1933, la possibilité de voir une femme était extrêmement rare. Pour cette raison, l'introduction de femmes dans les bordels des camps provoqua un grand émoi. À Auschwitz-Monowitz, par exemple, la baraque destinée à cette activité se trouvait au centre du camp, permettant ainsi que, à certaines occasions, les femmes soient aperçues par les prisonniers masculins à l'extérieur. À Auschwitz-Stammlager, le bordel était situé dans le bloc 24, près de l'entrée principale du camp, juste sous l'infâme devise « Arbeit macht frei ». Bien que l'existence de ces lieux fût un secret de polichinelle, la majorité des prisonniers n'avaient accès qu'à des informations fragmentaires, basées davantage sur des rumeurs que sur des expériences directes. À Mittelbau-Dora, par exemple, la baraque du bordel se trouvait dans le même bâtiment que celui abritant la bibliothèque du camp, juste au-dessus de la place où les prisonniers étaient contraints de se mettre en rang quotidiennement. De là, les femmes pouvaient être vues debout à l'entrée ou penchées aux fenêtres, une stratégie délibérée des SS pour attirer le regard des détenus masculins. Cependant, pour la majorité des captifs, l'existence de ces bordels n'avait aucune importance face à la lutte quotidienne pour survivre. En réalité, ces lieux étaient principalement accessibles aux prisonniers occupant des fonctions au sein de la hiérarchie du camp, ce qui démontre l'étroite relation entre l'accès à certains privilèges, le pouvoir et la survie dans le système concentrationnaire. Le nombre de détenus fréquentant ces bordels était étonnamment bas en comparaison avec la population totale des camps. À Auschwitz-Stammlager, par exemple, alors qu'il y avait environ 30 000 prisonniers dans le camp, à peine 100 se rendaient dans ces baraques, ce qui représentait seulement 0,33% du total des détenus. De manière similaire, à Buchenwald, lorsque le bordel commença à fonctionner en juillet de l'an 1943, une moyenne de 98 prisonniers le visitaient les jours où il était ouvert, soit environ 0,77% de la population du camp. Plusieurs facteurs expliquaient cette faible affluence, notamment les conditions de vie extrêmes et l'impact physique et psychologique de la brutalité du camp sur les prisonniers. Pour accéder au bordel, il était nécessaire d'appartenir à un groupe restreint de détenus, car seuls certains avaient l'autorisation d'y entrer. Cet accès était exclusivement réservé aux prisonniers considérés comme ariens, incluant les ressortissants d'Allemagne, de Belgique, des Pays-Bas, de Scandinavie, de Pologne, de Tchécoslovaquie, d'Ukraine et d'Espagne. En revanche, les Juifs et les prisonniers de guerre soviétiques en étaient totalement exclus, leur internement ayant pour seul objectif l'extermination. En plus du critère racial, un autre impératif était de posséder les coupons de primes nécessaires pour payer l'entrée. Cependant, ces bons n'étaient pas distribués régulièrement, si bien que ceux qui souhaitaient s'en procurer devaient se tourner vers le marché noir ou entretenir des relations avec ceux qui en géraient la distribution.
Enfin, il ne suffisait pas de remplir les critères administratifs, il était également essentiel d'être en état physique et émotionnel d'y aller, ce qui réduisait encore davantage le nombre de prisonniers pouvant profiter de cette possibilité. Les bordels de Himmler, sexe nazi. Les personnes qui se rendaient au bordel occupèrent généralement les postes les plus élevés dans la hiérarchie des prisonniers. Parmi elles figuraient des surveillants de bloc, des chefs de commando de travail, des prisonniers âgés disposant d'une certaine autorité et ceux affectés à des détachements bénéficiant d'avantages, tels que la police interne du camp, les brigades de pompiers, le personnel de cuisine, les barbiers, les travailleurs sanitaires et les responsables de la boucherie. Les témoignages, ainsi que le registre des visiteurs du bordel du bloc TR à Mauthausen, ont permis d'en savoir plus sur la position sociale de ceux qui le fréquentaient et la régularité de leurs visites. En général, ils pouvaient être divisés en 3 catégories. Ceux qui y allaient régulièrement, ceux qui s'y rendaient rarement ou une seule fois, et ceux qui y étaient emmenés de force par les SS. Le groupe des visiteurs assidus était relativement restreint et composé principalement de prisonniers occupant un rang élevé dans l'organisation interne du camp, connu sous le nom d'aristocratie du lieu. Le registre détaillé du bordel du bloc 3 à Mauthausen fournit des noms, des numéros de prisonniers et des dates de fréquentation, couvrant la période de juin à décembre de l'an 1942. Parmi les 90 prisonniers mentionnés dans la liste, 57 eurent accès à cet endroit. En examinant de plus près la fréquence de leurs visites, on constate que seulement 19 d'entre eux étaient des clients réguliers, certains allant jusqu'à s'y rendre 2 fois en une même semaine. D'autres documents du camp, comme les listes des prisonniers autorisés à porter des montres ou les registres individuels des détenus, permettent d'identifier les rôles et la position de ces visiteurs au sein de la structure du camp. Parmi eux se trouvaient les chefs de détachement à la carrière, à l'atelier mécanique des SS ou dans l'unité de désinfection. Il y avait également ceux qui occupaient des fonctions administratives ou de service, tels que les cuisiniers, les agents d'entretien des bureaux du commandant, les employés du bureau postal du camp ou les scribes des blocs. Ces occupations, en plus d'être physiquement moins exigeantes, offraient un accès à la nourriture et à des biens convoités, ce qui les rendait très recherchés. À cette époque, le système de bons de primes n'était pas encore mis en place, si bien que l'accès au bordel nécessitait d'organiser le paiement par d'autres moyens, que ce soit par l'échange de biens ou par d'autres mécanismes propres à l'économie clandestine du camp. Ces interactions reflètent la manière dont s'organisaient les dynamiques sociales et les stratégies de survie dans le système concentrationnaire. Les prisonniers les plus influents, connus sous le nom de notables du camp, disposaient de privilèges impensables pour la majorité des détenus. Ils avaient de l'argent et des objets de valeur interdits aux autres, possédaient plus d'une paire de chaussures, alors que la plupart n'en avaient qu'une seule, et participaient à des activités récréatives, incluant des jeux de cartes avec des mises élevées, des événements sportifs et même des soirées musicales le week-end. Ces privilèges se reflétaient aussi dans leur vie privée. Bien que l'homosexualité fût interdite dans les camps, certains des prisonniers les plus haut placés entretenèrent des relations avec de jeunes hommes ou des adolescents. Pour la lagée prominent, la sexualité ne représentait pas seulement un aspect de leur style de vie privilégié, mais aussi une démonstration de domination et de prestige. Leur indifférence à la misère des autres se manifestait tant dans leur gaspillage de nourriture sous les yeux de prisonniers affamés que dans l'ostentation de leur vigueur sexuelle. Un autre groupe important de visiteurs des bordels était constitué de prisonniers de statut intermédiaire dans le camp. Contrairement aux plus hauts gradés, la plupart de ces hommes s'y rendaient occasionnellement ou une seule fois, poussés par diverses motivations. Pour eux, il ne s'agissait pas d'un excès, mais plutôt d'une tentative de retrouver une partie de leur identité et de leur virilité dans un environnement où ils étaient continuellement déshumanisés. En l'an 1973, les chercheurs polonais Giza et Moreau publièrent une étude basée sur des enquêtes menées entre l'an 1964 et l'an 1962, analysant la vie sexuelle des détenus à Auschwitz. Ils découvrirent que les prisonniers masculins se masturbaient rarement, à une fréquence approximative d'une fois tous les 2 ou 3 mois. Plus qu'un simple acte de plaisir, il s'agissait pour eux d'un moyen de réaffirmer leur existence et leur force. De manière similaire,
Beaucoup d'hommes voyaient dans les bordels une occasion de vérifier s'ils étaient encore capables de ressentir quelque chose, si leur identité masculine était restée intacte malgré les souffrances endurées. Pour certains jeunes arrivés dans les camps sans avoir eu d'expériences sexuelles auparavant, la possibilité de ne pas survivre les incita à chercher au moins une rencontre intime avant de mourir. Johann F.B., un prisonnier d'Auschwitz qui travaillait comme traducteur pour la Gestapo, reçut un bon de prime d'un ami employé dans le groupe des bouchers. Son compagnon l'encouragea à visiter le bordel, insistant sur le fait qu'il n'avait jamais été avec une femme. Johann accepta, mais une fois à l'intérieur, il décida de simplement converser avec la femme au lieu d'avoir un contact physique avec elle. Les bordels dans les camps reflétaient les mêmes dynamiques de contrôle, de pouvoir et de déshumanisation qui régissèrent la vie des prisonniers. Un cas illustrant cette réalité est celui d'un jeune Tchèque de 18 ans arrivé à Mauthausen. Sa seule chance de survivre fut de dépendre de la protection d'un prisonnier de rang supérieur, en échange de quoi il devait se soumettre à des faveurs sexuelles. Confus quant à ce que cela signifiait pour son identité, il décida de se rendre au bordel afin d'éclaircir ses sentiments. Cependant, comme d'autres dans sa situation, une fois à l'intérieur, il fut incapable de réaliser tout acte sexuel. Les récits des victimes contraintes de se prostituer dans les bordels des camps de concentration révèlent que la dysfonction sexuelle était fréquente parmi les prisonniers. Divers facteurs expliquèrent ce phénomène. La détérioration extrême de la santé physique, l'environnement oppressif et impitoyable qui annihilait tout instinct naturel, ainsi que l'absence prolongée de contact avec des femmes. Pour beaucoup, se rendre au SBO ne signifiait pas un intérêt pour des relations sexuelles, mais la recherche d'une interaction humaine. Souvent, les détenus venaient simplement pour parler avec une femme, désirant un minimum de proximité et de normalité dans un cadre où ce type de contact était pratiquement inexistant. Un troisième groupe de prisonniers fréquentait ces bordels contre leur volonté, y étant envoyés de force par les SS. Parfois, les nazis utilisaient ces rencontres comme une forme de récompense pour certains détenus, même lorsque ceux-ci ne souhaitaient pas y participer. Cependant, refuser cette invitation pouvait entraîner des représailles. L'un des cas documentés est celui de Makelzak, prisonnier à Monowitz. Il raconta comment un officier du camp décida de récompenser un travailleur polyglotte, maîtrisant l'allemand et collaborant avec I.G. Farben. Cet homme, un détenu politique d'un âge avancé, n'avait aucune intention de se rendre au bordel, mais il n'eut pas le choix. Un autre épisode de visites imposées impliqua Eric Reske, Lagereltest de Buchenwald et figure clé dans la structure commerciale du camp. Les officiers nazis l'obligèrent à inaugurer le bordel comme un symbole de son statut au sein de la hiérarchie interne des prisonniers. Loin d'être un privilège, cet acte illustrait le contrôle total exercé par les SS, même sur ceux occupant des postes élevés dans le camp. Toute concession restait soumise à la volonté des officiers nazis, réaffirmant ainsi leur domination absolue. Un témoignage particulièrement frappant provient de Jean Michel, survivant du camp de Melbo-Dora. Dans son autobiographie, il raconte l'expérience de son compagnon Deer, qui subit une situation traumatisante après une journée exténuante dans les tunnels de Contain, où étaient de fabriquer des armes. Michel décrit l'événement en détail. Après 12 heures de travail harassant, Deer et son équipe retournaient au camp dans un état d'épuisement extrême. De manière inattendue, les SS les interceptèrent et les conduisirent à une baraque transformée en bordel. Désorientés et n'aspirant qu'à dormir, les hommes furent choqués par cet ordre. Sans autre alternative, ils se mirent en file devant la construction, chacun placé devant une porte close. On leur ordonna de baisser leurs pantalons tandis que, de l'autre côté, les femmes attendaient, elles aussi prisonnières de ce cauchemar. Après cette première injonction, une deuxième consigne fut donnée. Ils devaient entrer. Ainsi firent-ils, les pantalons à moitié tombés et complètement dépourvus de désir. La scène évoquait l'apathie d'un vieillard malade, incapable d'éprouver le moindre intérêt. L'un d'entre eux se retrouva face à une femme, ressentant une honte et une confusion accablante. Michel raconte comment Deer, entre humiliation et absurdité, fit une remarque ironique sur la réputation des Français en matière de sexualité, laissant entendre que ces rencontres forcées venaient discréditer d'anciens stéréotypes. Hitler et le sexe. Les rumeurs sur l'intimité du Führer.
La vie sexuelle de Hitler a été l'objet d'une spéculation constante de la part des historiens, bien plus que dans le cas d'autres dictateurs. Cela s'explique principalement par le mystère qui l'entourait. Par exemple, tandis que Staline semble avoir eu une vie intime sans remous et que Mussolini était célèbre pour ses nombreuses conquêtes amoureuses, au point de mourir aux côtés de sa maîtresse plutôt que de son épouse, la facette privée du Führer était bien plus énigmatique. Pendant des années, il cultiva une double image. D'un côté, celle d'un homme attirant pour les jeunes femmes, et de l'autre, celle d'un individu vivant dans une austérité totale. En janvier de l'an 1937, Reinhard Spitzy, conseiller de l'ambassadeur allemand à Londres, Joachim von Ribbentrop, accompagna ce dernier à une rencontre avec Hitler. En tant que membre des SA et des SS, Spitzy éprouvait une véritable dévotion pour le leader allemand, le percevant comme un être quasi mythique, une figure intouchable. Pendant leur conversation, il resta figé alors que l'échange se prolongeait durant des heures. À un moment inattendu, une jeune femme aux cheveux bouclés fit irruption dans la pièce et l'interrompit, lui reprochant de devoir se rendre immédiatement au déjeuner avec ses invités. Spitzy demeura paralysé, incapable de concevoir qu'une personne puisse s'adresser de cette manière au Führer. Peu après, l'assistant personnel de Hitler, Bruckner, le prévint de ne pas parler de ce qu'il avait vu, car cela pourrait lui coûter la vie. D'un ton quelque peu compréhensif, il lui expliqua que, bien qu'il fût le chef de l'Allemagne, il avait aussi droit à une vie privée. Pour Spitzy, l'impact fut énorme. Il avait toujours imaginé Hitler comme un être dénué de tout désir charnel, un homme entièrement voué à sa mission politique. Ce jour-là, il comprit qu'il entretenait une relation sentimentale, ce qui impliquait qu'il avait une vie sexuelle active. En l'an 1936, Hitler assista à une réunion de l'Association nationale socialiste des femmes où il prononça un discours reconnaissant que le succès du parti n'aurait pas été possible sans la loyauté et l'effort constant des femmes qui soutenaient le mouvement. Il déclara que celles qui portaient le national-socialisme dans leur âme lui étaient liées de manière perpétuelle. De plus, il affirma que les enfants nés de ses mères justifiaient son engagement et, d'un ton troublant, il ajouta que ces petits n'appartenaient pas seulement à leur mère, mais aussi à lui. En réalité, Hitler proposait une sorte d'union symbolique avec toutes les femmes, en particulier celles capables de concevoir des enfants au sein du Reich. Il attendait d'elles un engagement total et leur exigeait une fidélité absolue. Selon sa vision, les enfants faisaient partie de l'État autant que de leur propre famille. Cependant, au-delà de ces idéaux de propagande, Hitler cherchait également à justifier son célibat auprès du public féminin allemand, curieux de connaître sa situation amoureuse. L'explication fut donnée lors d'une réunion informelle en janvier de l'an 1942 au cours d'un goûter dans son quartier général de Prusse orientale. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il n'avait pas d'épouse, il répondit que son rôle de dirigeant du Troisième Reich ne lui laissait pas de temps pour une relation de cette nature. Il mentionna également que le problème du mariage résidait dans les obligations légales qu'il impliquait, ce qui ne l'intéressait pas et pour lesquelles il ne se sentait ni disponible ni concerné. Il considérait le mariage comme une institution obsolète et préférait entretenir des relations sentimentales sans engagement formel. Selon lui, l'idéal était de profiter d'une compagnie sans être piégé par des contraintes légales. Sa vision du mariage explique pourquoi, malgré les nombreuses requêtes d'Eva Braun pour officialiser leur relation, il ne céda jamais. Pour lui, une épouse représentait une vulnérabilité potentielle. Eva, qui correspondait à son idéal de féminité avec ses cheveux clairs, son goût pour le sport et son caractère influençable, n'était pas la raison de son refus. Simplement, Hitler ne considérait pas le mariage comme un élément nécessaire dans sa vie. En l'an 1932, Eva, désespérée par l'indifférence de Hitler et ses absences répétées, prit une décision radicale. Elle écrivit quelques lignes à la hâte et, une arme à la main, tenta de se tirer une balle. Cependant, elle ne parvint pas à son objectif. Des années plus tard, alors que les forces soviétiques avançaient rapidement sur Berlin et que la défaite était imminente, Hitler, Eva et les hauts dignitaires nazis se réfugièrent dans des complexes souterrains. Conscient que la fin approchait, le Führer décida d'exaucer un souhait qu'Eva avait exprimé à de nombreuses reprises. En signe de reconnaissance pour sa loyauté indéfectible, il ordonna à son secrétaire, Martin Bormann, d'organiser une discrète cérémonie légale.
Entre des murs de béton et loin de toute célébration fastueuse, ils officialisèrent leur union par un bref acte civil. Les circonstances étaient extrêmes, mais l'atmosphère sombre importait peu. Le lendemain, leur destin était déjà scellé. Paris, l'an 1940, bordel sous l'occupation nazie. L'été de l'an 1940 fut un coup dévastateur pour l'orgueil français. Et pour cause, un pays qui autrefois avait été une puissance européenne sous le commandement de Napoléon Bonaparte dut assister à la percée de la Wehrmacht à travers la supposée infranchissable ligne Maginot. Les Allemands, entre plaisanteries et assiettes de choucroute, avancèrent avec leurs chars jusqu'aux rues de Paris et s'arrêtèrent devant l'iconique Tour Eiffel. Dès cet instant commença une période d'occupation où deux réalités furent contraintes de coexister sur le territoire français. D'un côté, les collaborateurs qui cherchaient à tirer profit des envahisseurs, et de l'autre, la célèbre résistance, dont l'efficacité fut largement stimulée par la propagande de Charles de Gaulle. Les bordels de la capitale française optèrent pour la première voie. Selon Patrick Buisson dans son ouvrage 1940-1945 années érotiques, Vichy ou les infortunes de la vertu, les propriétaires de ces établissements n'hésitèrent pas à accueillir avec enthousiasme les soldats nazis tant que cela garantissait des gains financiers. Ce choix s'avéra extrêmement rentable. En effet, après la fin du conflit, plusieurs d'entre elles confessèrent n'avoir jamais vu des revenus aussi élevés que ceux générés par les clients du Troisième Reich. Pour les maisons closes françaises, l'arrivée des occupants allemands marqua le début d'une nouvelle ère de prospérité. Cependant, dans le monde de la prostitution à Paris, une maison de rendez-vous se distingua particulièrement et devint le lieu de prédilection des hauts gradés nazis en raison de son exclusivité. Le Chabanais. Ce lupanar, avec près d'un siècle d'histoire et situé à proximité du musée du Louvre, dissimulait de nombreux secrets en son sein. Il comportait des chambres décorées selon diverses thématiques et, parmi ses curiosités, possédait une insolite chaise de l'amour, spécialement conçue pour le roi Édouard VII. Les femmes qui y travaillaient étaient fières d'appartenir à l'élite et, en conséquence, leurs tarifs étaient considérablement élevés. L'épicentre du libertinage le plus raffiné de France ouvrit ses portes en l'an 1878 au numéro 12 de la rue Chabanais, prenant ainsi son nom de cette rue. Aujourd'hui, retracer son histoire demeure difficile. Selon Marc Lemonnier dans son guide historique du Paris libertin, la façade de ce bordel ne se démarquait pas particulièrement, car il s'agissait d'un immeuble de 7 étages qui, à première vue, se confondait avec les autres bâtiments du quartier. Sa fondatrice était connue sous le nom de Madame Kelly, bien que plus tard, l'établissement passa aux mains de Nez Pointu, Ernest Le Sourd et Georges Le Cuirassier. Bien que son apparence extérieure ne fût pas particulièrement remarquable, la renommée de ce bordel grandit rapidement, attirant la société parisienne grâce à sa réputation d'établissement cosmopolite. Un panneau à l'entrée affichait sa devise « Un lieu pour toutes les nations ». Cependant, cette phrase ne faisait pas référence à l'origine des travailleuses, mais à l'ambiance de ces chambres, qui transportaient les clients vers des décors exotiques. Parmi les plus célèbres étudiées par les historiens figurait la chambre hindoue, celle inspirée de la culture mauresque, une autre ornée de décors pompéiens, et même une avec des motifs médiévaux. Lors de l'exposition universelle de Paris de l'an 1900, la chambre de style japonais reçut une récompense, contribuant ainsi davantage à la réputation de l'établissement. L'exclusif bordel. Le Chabanais comptait environ 20 chambres, construites avec un budget considérable. Son principal attrait résidait dans l'opulence. Un exemple notable est le fait que l'artiste Charles Taucher, spécialiste des fresques, consacra une année entière à embellir son intérieur. Des pièces comme celle de style Louis XVI furent conçues par des décorateurs de renom et ornées de matériaux de grande qualité. Mais cette sophistication avait un prix élevé, si bien que, pendant la Seconde Guerre mondiale, une seule rencontre équivalait au salaire hebdomadaire d'un officier de haut rang. En termes de fonctionnement, le Chabanais comptait à ses débuts environ 22 femmes soigneusement sélectionnées par l'administration. Cependant, leur nombre augmenta rapidement pour atteindre 36 lors de l'exposition universelle organisée à Paris en l'an 1878. Toutes partageaient les quelques lits disponibles, dormant souvent à 2 par couche.
Bien qu'en l'an 1883, un rapport de la mairie critiqua cette pratique, la popularité du bordel était si grande que les autorités préférèrent ignorer la question plutôt que de générer des conflits avec ses propriétaires. L'influence de cet établissement devint évidente lorsque ces travailleuses commencèrent à distribuer de la publicité dans les rues de Paris pour promouvoir l'activité, malgré le fait qu'en l'an 1880, la réglementation interdisait ce type d'annonces, jugées inappropriées. Mais la réalité était qu'à cette époque, l'établissement n'avait plus besoin de publicité, sa notoriété s'étant déjà étendue à toute la France. L'historienne Brigitte Rochelandais mentionne dans son ouvrage « Les maisons closes » autrefois que sa renommée était si grande que d'autres bordels adoptèrent le même nom à des fins publicitaires. Dans plusieurs villes comme Calais, Lille, Marseille, Nancy, Toulon et Fréjus, des établissements appelés Chabanais virent le jour. Toutefois, l'authentique et unique demeura toujours à Paris. Le raffinement de ces installations n'éleva pas seulement le coût des services, mais fit également de le Chabanais un point de rencontre de l'aristocratie. Selon le témoignage de Lemonnier, il était courant que des figures influentes et même des membres de la royauté réservent du temps dans leur agenda pour se rendre au bordel. Pour préserver la discrétion, les visites étaient enregistrées sous la mention « Réunion avec le président du Sénat ». Il ne s'agissait pas seulement de rencontres intimes, car l'établissement offrait également un cadre de divertissement avec boissons, musique et jeux d'argent. Avec le temps, le bordel reçut la visite de diverses personnalités du monde de l'art et de la politique. Parmi ses clients les plus connus figurait Henri de Toulouse-Lautrec, qui, en plus d'être un habitué des lieux, contribua à la décoration de certaines chambres. L'écrivain Guy de Maupassant y venait également, au point de construire une salle d'inspiration mauresque dans sa propre demeure pour recréer l'atmosphère du bordel. D'autres célébrités, comme l'actrice Mae West et l'icône du cinéma Cary Grant, passèrent aussi par ces installations. L'exclusivité du lieu était si reconnue que des agences de voyage de luxe l'incluaient comme une expérience unique pour leurs clients les plus distingués. Nicole Canet, collectionneuse d'objets issus de l'établissement, le confirma lors d'une interview pour The Telegraph. Avec l'arrivée de l'armée allemande en l'an 1940 et son avancée sur la France, les bordels parisiens connurent un changement brutal. Dans des établissements tels que le Chabanais et le prestigieux 1-2-2, célèbres pour leur luxe, de nombreuses femmes abandonnèrent leur emploi. Certaines le firent par crainte de ce qui allait suivre, d'autres en signe de défiance face aux occupants. Il n'était pas rare de voir des pancartes accrochées aux portes de ces établissements avec un message clair et provocateur destiné aux officiers nazis. Fermé. Personnel mobilisé. Cette forme de résistance pacifique ne tarda pas à s'effondrer. Dès que les Allemands décidèrent de rouvrir les maisons closes et d'organiser leur accès selon la hiérarchie militaire, la situation changea. Dès lors, l'argent allemand devint un puissant levier incitant les travailleuses de ces établissements à accepter de servir les nouveaux occupants. L'administratrice de Le Chabanais déclara, à la fin de la guerre, que les soldats nazis étaient une meilleure clientèle que les Français, car ils payaient généreusement, étaient plus sophistiqués, parlaient plusieurs langues et faisaient preuve de bonnes manières. Avec l'afflux massif de billets du Reich, le nombre de femmes prêtes à exercer la prostitution dans la capitale française atteignit les 10 000, un chiffre bien supérieur aux 4 000 recensés au début du conflit. Le contrôle allemand relança complètement ces lieux de plaisir, qui connurent un essor sans précédent. Du luxueux 1-2-2, dont le grand salon décoré de fresques érotiques fascinait l'élite nazie, au bordel plus modeste destiné aux troupes, tous bénéficièrent de cette nouvelle clientèle. Le Chabanais, comme on pouvait s'y attendre, fut réservé exclusivement aux plus hauts gradés de l'armée allemande, notamment aux membres influents de la Luftwaffe, de la Wehrmacht et des SS. Parmi les 177 bordels et centres de divertissement situés dans la région de la Seine, 5 furent attribués aux officiers et 18 aux soldats. Des panneaux bilingues à l'entrée indiquaient cette classification, explique Buisson. Ce célèbre bordel passa sous le contrôle de figures majeures du régime nazi, parmi lesquelles Hermann Göring, bien qu'il préféra fréquenter l'exclusif 1-2-2. Là-bas, les officiers du Troisième Reich organisaient d'opulentes soirées nocturnes pendant que la population française subissait le couvre-feu,
limitant les déplacements entre 11 heures du soir et 5 heures du matin. Durant ces célébrations, des produits convoités comme du chocolat, du tabac et du champagne étaient distribués aux travailleuses, qui proposaient des spectacles de danse suggestives et participaient à des jeux de hasard. La soirée se terminait souvent lorsque l'un des invités suggérait de se rendre dans les chambres thématiques pour poursuivre les festivités en privé. L'utilisation du sexe comme outil de domination dans le Troisième Reich exposa la brutalité d'un régime qui cherchait à exercer un contrôle absolu sur chaque aspect de la vie. Dans les camps de concentration, les bordels ne furent pas des espaces de privilèges, mais une forme supplémentaire de soumission. Les femmes forcées d'y travailler furent dépouillées de toute autonomie, tandis que les prisonniers qui s'y rendaient le faisaient sous la stricte surveillance des SS, soumis à des règlements qui éliminaient toute trace d'humanité. En dehors des camps, l'occupation nazie de la France entraîna l'adaptation de bordels exclusifs pour l'élite du Reich. Tandis que les nazis imposaient des restrictions à la population locale, les officiers s'abandonnaient à l'excès et à la corruption, illustrant l'hypocrisie d'un régime qui prônait la pureté raciale tout en laissant sa haute sphère sombrer dans la décadence. Au sein même de la structure du pouvoir nazi, la sexualité fut utilisée comme une arme politique. L'homosexualité, tolérée dans certains milieux mais férocement persécutée dans d'autres, servit de prétexte pour éliminer des figures gênantes au sein du parti, comme ce fut le cas d'Ernst Röhm lors de la nuit des longs couteaux. Le nazisme instrumentalisa la sexualité avec une précision méthodique, dans les camps comme un moyen de contrôle et d'humiliation, dans la société occupée comme un mode de domination sur la population, et au sein même du parti comme un levier pour consolider le pouvoir. Des baraques, des bordels au salon de l'élite nazie, le sexe fut un outil d'oppression révélant la véritable nature du régime. L'horreur du nazisme ne se manifesta pas seulement par l'extermination massive, mais aussi par la dégradation systématique de la dignité humaine, où même le désir fut transformé en un instrument de contrôle.